Bertrand, ça y est, c'est terminé, Barnier. Donc, il y a 2 mois, on disait, «Oh, un écolo à Matignon», maintenant, a plus Barnier, a plus personne à Matignon. Qu'est-ce qui se passe alors? C'est quoi l'héritage de Barnier? Est-ce que c'est bien déjà ce qu'il a fait? En le peu de temps où il est resté. Ouais, c'est vrai qu'il est resté pas longtemps, mais oui, quand sur cette chaîne, on avait analysé un peu son arrivée et on avait dit qu'effectivement, il était écolo à cause de son passé. Il a été dans le ministre de l'Environnement et très jeune, il a fait des choses sur l'écologie et tout. Et puis donc les ONG se félicitaient qu'il arrive, mais aussi, on sait aussi que les chasseurs se félicitaient qu'il arrive. Donc c'était un homme de dialogue, disons, et donc ça contentait un peu tout le monde. Et donc là, il s'est fait virer. Une motion de censure quand même un peu attendue. Il y a une situation très compliquée en France, donc je pense que le prochain va pas durer longtemps non plus. Mais c'est pas ça qu'il faut analyser. Nous, c'est les histoires de l'écologie et ce qu'il commençait à faire. Et en fait, ce qu'on peut dire quand même, et c'est pour ça en fait que les ONG qui plutôt au départ étaient satisfaites, depuis un petit moment, sont en train de râler. Et tu as par exemple quelqu'un, Arnaud Gilles du WWF, qui a dit depuis un an, c'est la débandade, et notamment depuis que Barnier est arrivé, parce qu'il y a plein de recul sur bah, ce qu'il appelle l'écologie. Et donc effectivement, je vais te lister un peu tout ce qui s'est quand même fait depuis l'arrivée de Barnier, et ça avait un peu commencé avec Attal. Tu as par exemple une diminution du fonds vert, tu sais, c'est les fonds verts pour accélérer la décarbonation dans le territoire français. Diminution quand même très importante des fonds. Après, autre chose qui est moins connue, c'est une diminution du pacte pour les haies, tu sais, pour mettre des haies sur le territoire. Tu as moins 72% des fonds qui sont consacrés à ça. Tu as une conférence sur les services express régionaux métropolitains, là c'est pour faire de RER en métropole, dans le, sur le territoire et en province donc qui est aussi ralenti. Tu as la fin d'obligation de transfert de compétences sur l'eau et l'assainissement, là, parce qu'avant, les collectivités étaient obligées de transférer cette compétence. Bon, ça, c'est peut-être un peu anecdotique, mais c'était demandé par l'ISNAR, notamment, qui est président des communes de France. Enfin, je ne sais plus quel est le titre exact. Et autre chose beaucoup plus significative, c'est que tu avais un ralentissement, un assouplissement du zéro artificialisation nette. Ça, on l'avait déjà dit. Et notamment, tu avais une exemption des projets, pour les projets industriels, donc de l'objectif du zéro artificialisation nette pour 5 ans. Et là, tu vois que les ONG, évidemment, gueulaient. Tu as aussi une diminution drastique du plan vélo, qui était, c'était plusieurs milliards d'euros, hein, c'était très important. De la stratégie nationale biodiversité aussi, c'est pour ça que ça avait commencé déjà un peu avant. Et tu as un budget en baisse de l'OFB, des parcs, et puis tu as ma prime rénov qui a failli passer de l'autre côté, mais qui a été prolongée pour 2025 au dernier moment par les gens du cabinet de la ministre des Transports. Et puis, une autre nouvelle aussi sur le loup. Tu sais, le loup, eh bien, après une demande de l'Union européenne, a été déclassé. C'était une espèce protégée stricte et c'est devenu une espèce protégée uniquement. Ce qui facilite, en fait, son élimination par dérogation. Donc, tu vois que beaucoup de choses ont été ralenties au plan écologique. Pourquoi? Parce que les normes sont trop importantes. Ça, on le sait. Et donc, il faut diminuer la pression sur les acteurs, sur les foyers, sur les ménages et sur les acteurs économiques. Et que Barnier était dans une situation très compliquée et où il devait, en fait, non seulement la situation financière est compliquée, mais aussi il fallait desserrer les taux des règles et des normes. Et donc, c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que les ONG étaient en colère. Et donc, demeure quand même, avec Pannier-Runacher, les discussions sur le plan national d'adaptation au changement climatique. Bon, en fait, c'est quoi, comme on l'avait dit ici? C'est un plan simplement, c'est le nouveau nom pour dire qu'on va gérer les risques naturels, hein, parce que franchement, s'adapter au changement climatique, vu l'ampleur du changement climatique qui était pas très violent, hein, 1,1 degré en un siècle, bah, il n'y a pas grand-chose à faire. Il y a à s'adapter pour éviter les inondations, les coups de chaleur, faire des réserves d'eau, etc. Donc on s'adapte, c'est en fait un plan pour s'adapter aux catastrophes naturelles. Bon, c'est le nouveau nom, c'est comme ça. Et puis tu as aussi toujours celle qui demeure, la stratégie nationale bas carbone. Bon, ça ne changera rien au niveau du carbone émis par le monde entier, mais peu importe. Mais donc ça, c'est des choses qui demeurent, les discussions demeurent. Et je voudrais aussi te rappeler
que sur l'agriculture, il y a eu beaucoup d'affouérisme, puisque c'est le mot à la mode, puisque maintenant, Jeanne Var, l'ancienne ministre du coup de l'Agriculture, avait a mis en place un rendez-vous mensuel de la simplification, donc pour simplifier encore une fois toutes les normes qui pèsent sur l'agriculture. Elle a mis en œuvre un conseil d'orientation de la protection des cultures. Alors ça, c'est pour accélérer euh, les autorisations des phytosanitaires, hein. Il a demandé aussi un port d'armes discret pour les agents de l'OFB, les fameux agents de l'OFB dont on a parlé la semaine dernière, plus la mise en place d'une caméra piéton. Alors là, je n'ai pas bien compris à quoi ça servait. Je pense que c'est un peu comme les policiers, je crois qu'ils ont ça maintenant. Ça doit filmer leur intervention, j'imagine que c'est ça. Je n'ai pas trouvé de détails sur le sujet-là. Mais en tout cas, tu sais, il y a une grosse crispation sur l'OFB. Et comme ils ont des flingues, d'ailleurs c'est bizarre, je ne sais pas pourquoi ils ont des flingues, eh bien, on demande une discrétion. Et puis, tu as aussi la mise, comment dire, tu avais un plan d'action nitrate aussi, et tu as une demande de révision de ce plan d'action, et une demande au préfet aussi d'utiliser les mesures d'exception pour contrevenir aux règles de ce plan d'action nitrate. Et aussi la mise en place d'un contrôle unique. Tu sais que tu as beaucoup d'acteurs qui vont contrôler chez les agriculteurs. Bon, les agents de l'OFB, par exemple, sur les bandes enherbées qu'ils doivent mettre autour des rivières. Et puis, tout un tas de mesures comme ça. Mais tu as aussi, je ne sais pas, des contrôles sur la qualité du lait dans l'exploitation, le contrôle des surfaces agricoles, sur les animaux, etc. Et donc, en fait, maintenant, les préfets, c'est eux qui sont en charge des contrôles directement. Et en plus, il doit y avoir un contrôle unique et un seul par an. Pas plus d'un contrôle par an. Donc ça, c'est une nouveauté aussi, et pour simplifier les choses et pour pas que les agriculteurs se sentent stressés au quotidien. Et alors là, ils en remettent une couche aussi, puisqu'ils demandent des mesures contre la prédation, et puis de modifier les seuils des installations classées pour la protection de l'environnement. Les installations classées, c'est par exemple des endroits où tu fais du porc, où tu as beaucoup de porc, eh bien tu es obligé de demander des autorisations ou tu es soumis à déclaration ou à autorisation, donc tu as tout un dossier à faire, etc. Et donc tu as des seuils selon par exemple, j'imagine le nombre d'animaux que tu vas produire par an, tu as des seuils qui déclenchent le fait que tu aies une installation classée. Et donc, ils demandent une diminution des seuils, donc voilà, le fait que les normes soient moins contraignantes. Et puis, tu as même la coordination rurale qui demande une suppression de l'Office français pour la biodiversité. Donc, tu vois qu'il y a énormément de mesures qui vont dans le sens de l'affouérisme et que ça ne plaît pas du tout aux écolos radicaux. Et la question qu'on peut se poser, parce que là, tu as des organisations qui se sont félicitées finalement que le gouvernement Barnier tombe, du fait qu'ils vont pouvoir en fait remettre en selle toutes les normes et puis toutes les lois supplémentaires qu'ils demandent. Mais nous, ce qu'on peut penser, c'est que ça n'arrivera jamais, si tu veux. Là, il y a vraiment une dépendance dans un sentier de simplification, puisque l'étau est trop important en France et que l'État est ruiné. Et donc, forcément, on va vers une simplification de toutes les normes. Et les normes qui vont en plus pâtir, c'est très certainement les normes environnementales. Voilà. Donc, ça m'étonnerait que le futur gouvernement satisfasse les ONG et remette sur la table un certain nombre de choses qui ont été écartées par l'ancien Premier ministre. Il est même possible que ça aille dans l'autre sens. Je te rappelle, je signale l'intervention de Marine Le Pen quand même à la suite de la motion de censure sur CNews. En fait, elle est considérée, c'est un peu comme une socialiste parfois, parce qu'elle est très étatiste et pour la dépense publique finalement. Et là, elle a été vraiment inspirée par Milei, on dirait, parce qu'elle a parlé d'un budget socialiste, et tu avais vraiment l'impression qu'il demandait à ce que surtout les dépenses de l'État soient revues à la baisse de façon très importante. Et donc, ça n'a pas été toujours, me semble-t-il, la position de Marine Le Pen, qui, sur certains cas, et qui fait un peu, c'est elle qui détermine un peu ce que se fera dans le nouveau gouvernement. En tout cas, sauf s'ils arrivent à trouver une majorité entre le centre et
une partie de la gauche, mais c'est quand même peu probable. Donc elle aura toujours son importance dans le futur. Donc je pense que on est sur une pente, comme on a dit souvent, voilà, d'une transformation importante et qui va aller vers moins de ce qu'on peut appeler oui, moins d'écologie et d'écologie punitive. Voilà. Alors, il y a un truc amusant à noter avec, cette histoire de censure, c'est qu'effectivement Marine Le Pen fait un peu d'affourisme. Je me demande s'il n'y a pas une très légère influence d'Éric Ciotti, puisqu'il a parlé de censure libérale quand, quand ils ont voté la censure et voilà, on sent une sorte de comment dire? De peut-être d'inflexion, du Oui, Rassemblement national vers un peu moins de socialisme peut-être? oui, oui, c'est possible, c'est possible. Alors, j'ai pas écouté l'intervention de Ciotti à l'Assemblée nationale, donc quand il a pour la motion de censure là. Mais effectivement, je crois, enfin, ou que des extraits très rapides. Mais ça a peut-être effectivement une influence. T'as raison. Alors il y a un autre, sujet, qui est dans l'actualité, cette semaine, c'est la réouverture de Notre-Dame. Est-ce que, on peut se dire aussi, vu la rapidité, à laquelle ça a été mené quand même, que quand on veut, on peut? Et oui, c'est ça. Donc quand même, tu as noté, tu as écouté religieusement notre président hier soir à la télé, j'imagine. Oui, Et comme tout effectivement, bon citoyen qui se respecte. voilà, c'est ça. Et puis, donc j'ai fait pareil. Et effectivement, il a toute une partie sur ce qui s'est passé et la critique qu'il peut faire de l'attitude du Parlement. Bon, c'est quand même lui qui a dissous il y a quelques mois. Bon, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais il a parlé quand même à la fin de sa fierté de la réouverture de Notre-Dame. Et c'est vrai que tous les Français peuvent être fiers de ce qui est en train de se passer sur l'île de la Cité. Et donc, non, ce qu'on pouvait dire quand même, parce qu'il y a des choses symboliques dans cette histoire. Bon, d'abord, Notre-Dame, c'est le patrimoine culturel français. C'est toute la politique du patrimoine qui existe depuis le 19e siècle et en fait qui est née avec la protection du patrimoine naturel. Au départ, il y avait une liaison très très importante entre la protection du patrimoine naturel et la protection du patrimoine culturel. C'est pour ça qu'on parlait beaucoup de protection de la nature, des espèces et des paysages. C'est comme ça qu'a commencé l'écologie dès le 19e siècle avec la protection de certains espaces comme la forêt de Fontainebleau par exemple, ou la politique des sites, qui était la protection de sites qui avaient une qualité esthétique et qui étaient autant naturels que historiques. Et donc les deux patrimoines étaient très liés au départ, mais aujourd'hui, avec la biodiversité, tout ça s'est un peu transformé. Et voilà, on nous fait croire que une certaine diminution de certaines espèces va créer une catastrophe planétaire. Or, au départ, c'était essentiellement patrimonial, donc c'est un truc qui sert à rien, un ours blanc, un panda, etc., ou une Notre-Dame. Franchement, si demain la Notre-Dame disparaît de Paris, il n'y aura pas de conséquences alimentaires ou sur la survie des hommes, tu vois. Et par contre, bon, ça sera un peu embêtant parce que c'est du patrimoine. Donc le patrimoine, c'est ce qui a un intérêt au-delà de l'intérêt économique. Et voilà. Et donc c'est comme ça qu'a commencé cette histoire. Donc il y a un symbole ici. Alors Alors qu'est-ce qui s'est passé là? Ce qui est intéressant, c'est que pour reconstruire Notre-Dame, effectivement, on a fait des lois d'exception pour se débarrasser finalement des règles de droit commun qui sont de plus en plus importantes en France et qui empêchent, encore une fois, les ménages ou l'économie de bien fonctionner parce que c'est un étau trop important. Et en fait, ces lois d'exception ont été utilisées, il y a eu vraiment des lois prises pour contourner les règles habituelles, notamment pour les JO et pour Notre-Dame. Et deux choses qui se sont extrêmement bien passées. Tu vois. Et donc, ça fait le lien avec notre discussion d'avant, finalement. C'est que, en fait, pour aussi relever la France, il faut desserrer les taux, les taux normatifs et financiers. Et donc, c'est ce qu'a dit notamment Emmanuel Ducrot dans un édito, je crois dans une radio où elle fait des éditos. Emmanuel Ducrot, qui est journaliste à l'Opinion. Mais c'est aussi ce qu'a dit David Lisnard, puisque c'est un pro de l'affourisme, tu sais, c'est un de ses axes de campagne, c'est il faut arrêter toutes ces conneries de normes et de règles et simplifier la vie des gens. Et donc, il note que quand la France réussit, c'est quand elle fait des lois d'exception. Et ces lois d'exception devraient être des lois communes, en fait. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que j'ai regardé, j'adore ces trucs-là de patrimoine, moi, parce que c'est quand même, il y a des métiers extraordinaires. Et puis là, donc j'ai pas mal regardé de vidéos, de reportages, de documentaires sur Notre-Dame et la restauration de Notre-Dame.
Et donc, tu vois effectivement la mobilisation incroyable qui a eu lieu, les corps de métier fantastiques, avec le savoir-faire encore français. Là, vraiment, on a des forces sur le patrimoine encore. Je pense on est un des pays les mieux dotés dans les savoir-faire ancestraux, sur la taille de la pierre, les charpentes, etc. Enfin, vraiment, là, il y a un savoir-faire extraordinaire. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'à un moment donné, dans le reportage que j'ai vu sur France Télé, tu as l'histoire du plomb. Parce que tu sais, tu avais beaucoup de plomb, et à un moment donné, l'histoire du plomb a ralenti pas mal le chantier de Notre-Dame. Parce qu'évidemment, il y avait des risques sanitaires importants. Comme on peut imaginer des risques environnementaux, c'est un peu la même chose, des risques sanitaires et environnementaux. C'est lié évidemment. Et donc là, ça a freiné énormément le chantier. Ça a vraiment été un gros problème parce que tu avais les riverains notamment qui gueulaient, et sans doute avec raison. Et puis il fallait prendre des mesures de protection pour les employés, tu vois. Et à un moment, il montre, si tu veux, un moment où il y a eu une espèce de bascule sur des règles qui devenaient complètement absurdes et trop importantes malgré les risques, si tu veux. On était tombé. Alors, tu vois que les mecs, ils devaient se doucher. Dès qu'ils allaient pisser, il fallait qu'ils se douchent, quoi. Donc, ils devaient se doucher 10 fois par jour parce que l'organisation était telle et les règles étaient telles qu'on ne pouvait plus avancer. Et tu vois là qu'ils ont été interrogés et qu'ils n'en pouvaient plus. Et justement, ils ont gueulé un peu, et donc il y a eu un desserrement des normes à ce moment-là. Et donc même si il y a eu des lois d'exception pour reconstruire Notre-Dame, à l'intérieur de tout ça, à un moment donné, on a dépassé les seuils. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et ce qui est en train de se passer, si tu veux, ce dépassement des seuils aujourd'hui dans la société française et européenne en général, et particulièrement sur les normes écologiques. Et c'est d'où, comment dire, c'est pour ça que Action Écologie existe, je pense, et c'est pour ça aussi que je me suis engagé et que j'ai retourné ma veste, puisque j'étais un écologiste à un moment donné, j'étais dans les ONG, mais à un moment donné, j'ai vu qu'on dépassait certains seuils. Et je dis, mais c'est pas possible, on ne peut pas faire subir aux gens des choses telles que celle-là, alors que ça ne le justifie plus. On va trop loin dans ce qu'on demande, et ça n'améliore plus la qualité de l'environnement, et on est en train de détruire le tissu social et économique français. Et c'est exactement ça le sens de l'engagement. C'est qu'à un moment donné, au niveau des normes environnementales comme du plomb à Notre-Dame, il faut trouver un équilibre, mais pas dépasser certains seuils. Donc c'est une bonne leçon, je crois. On va admirer Notre-Dame. En plus, moi, je l'ai vu brûler en direct. J'ai entendu les chants des gens. C'était assez émouvant et extraordinaire ce qui s'est passé ce soir-là. Et donc, incroyable, elle est comme neuve, elle est plus belle qu'avant. Et là, il faut dire que c'est une réussite. Mais tu vois, Macron se fait briller parce qu'il a réussi sur les JO et sur bien Notre-Dame. Mais il faut aussi qu'il fasse briller tous les autres, euh, et plus largement dans la société française, quoi. Et sur tous les sujets. Et donc, il n'y a pas que Notre-Dame et les JO, il y a aussi tout le reste. Bah, on retiendra quand même, grâce à ça, que moins de normes égale plus d'efficacité, et c'est exactement la ligne qu'on a depuis le début. Donc, Voilà. Bah, quand il n'y a pas du tout de normes, c'est un bordel monstre et ça ne va pas. Et bien ça, c'était au début de la révolution industrielle. Là, on était dans une situation incroyable. Aujourd'hui, on n'est plus dans cette situation. On est dans l'inverse. On a mis la bretelle et les ceintures. Eh bien, faut desserrer un peu les taux, quoi. eh ben, merci beaucoup Bertrand. On va attendre Bah, maintenant de voir qui va être le successeur de Michel Barnier pour une prochaine vidéo. ouais, c'est ça. On verra si c'est un écologiste, mais de toute façon, il sera, je pense, dépendant au sentier de, de l'arrêt des normes inutiles. Voilà. Exactement. Bon, et Aimez ben cette chaîne, voilà, partagez commentez, donnez-nous et votre avis. faites-nous un don si vous voulez sur notre site. Exactement. D'ailleurs, on arrive en fin d'année, donc ça va être le moment Ah de oui, faire c'est des Noël. dons qui permettent non seulement de soutenir Action Écologie, et puis aussi de défiscaliser. Donc voilà, puisque les dons sont défiscalisables, on le rappelle. Exactement. À À bientôt. bientôt.